Des siècles avant que Bigfoot ne soit appelé Bigfoot, les anciennes cultures du monde entier comprenaient déjà ce que sont ces êtres. Et puis la société moderne a effacé ce savoir. Voyez-vous, avant même que l'Amérique du Nord n'existe en tant que concept, avant qu'il y ait des appareils photos, des scientifiques ou des sceptiques, des gens partout dans le monde décrivaient déjà le même type d'être. Et ce n'était pas un animal. Mais ce n'était pas toujours non plus un monstre inconnu. Comme vous allez le voir, les anciens décrivaient une sorte de personne, couverte de poils, vivant en dehors de la civilisation, évitant les humains ordinaires. Mais la partie la plus troublante, ces cultures n'avaient absolument aucun contact entre elles. Mon peuple, nous disons en fait que le Sasquatch et le Yéti sont les ancêtres originels des êtres humains. Quand j'ai commencé cette enquête, je ne cherchais pas de mythologie ancienne. Je faisais des recherches sur des preuves physiques, des empreintes, des comportements, des schémas. Mais plus j'allais loin, plus je me rendais compte de quelque chose qui, honnêtement, était assez inconfortable. Ce que les chercheurs modernes ont du mal à comprendre, les cultures anciennes l'avaient déjà reconnu. Et une fois que vous voyez la vérité sur ce qu'ils comprenaient à propos du Sasquatch, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Le comportement, pas la croyance. Comme je l'ai dit, je n'ai pas commencé tout ce voyage pour essayer de prouver quoi que ce soit d'ancien. Je ne cherchais pas de mythologie ni de sens caché. J'ai essayé de comprendre le comportement moderne du Bigfoot. Puis, finalement, je suis passé aux choses qui n'ont pas de sens. Du moins, pas sur le papier. Des traces qui s'arrêtent soudainement. Pourquoi les rencontres semblent souvent intentionnelles? Pourquoi les gens disent constamment avoir l'impression d'être observés, souvent sans rien voir réellement? Pourquoi ces êtres semblent toujours rester hors de portée? Après ma propre rencontre initiale, je savais que Bigfoot était réel, et j'ai donc naturellement supposé qu'ils devaient se comporter comme des créatures biologiques normales, avec de l'instinct, pas une véritable intelligence. La prévisibilité, quelque chose qui a du sens scientifiquement, mais plus j'approfondissais, moins les choses avaient de sens. Alors j'ai commencé à remonter en arrière, pas vraiment dans les légendes, mais dans l'histoire. Dans les premiers récits que nous avons de personnes décrivant des rencontres avec ces êtres. Au début, pour être tout à fait honnête, je m'attendais surtout à du folklore vague, des histoires symboliques, des récits de feux de camp très exagérés. Mais ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Ce que j'ai trouvé était quelque chose de bien plus précis. Tu vois, partout où je regardais, la même chose se produisait encore et encore. Ces êtres étaient connus et reconnus par des dizaines de cultures anciennes à travers le monde, mais ils n'étaient pas décrits comme des animaux. Loin de là. Et au début, honnêtement, ça m'a pris au dépourvu. Je veux dire, réfléchis-y. Si les cultures anciennes avaient simplement vu un grand singe inconnu, elles l'auraient classé avec les ours, les loups et les autres animaux sauvages dangereux connus. Mais ce n'est pas ce qu'elles ont fait. Ni en Amérique du Nord, ni en Chine, ni en Australie, ni en Afrique, ni dans les îles du Pacifique. À la place, elles utilisaient des mots qui se traduisent par des expressions comme gens de la forêt, gens poilus, gens des montagnes, gens sauvages, des gens. C'est à peu près à ce moment-là que je suis tombé sur quelque chose qui a complètement changé ma façon de voir le phénomène Sasquatch. Le Sasquatch et le Yéti refusent désormais tout contact avec les humains. Tu sais. Et nous disons aussi que lorsque ces êtres commencent à réapparaître, à se montrer et à recommencer à communiquer avec les êtres humains, ce qui est en fait ce qu'ils font maintenant. Nous affirmons que certaines personnes bien précises, touchées par l'esprit, reçoivent des messages spéciaux des Sasquatch qui sont guidés vers elles. Vous voyez, beaucoup de cultures traditionnelles ne divisaient pas le monde simplement entre humains et animaux. Il y avait une troisième catégorie. Les anthropologues ont même un terme pour cela. Ils les appellent des personnes autres qu'humaines. Maintenant, beaucoup de gens entendent cette expression et pensent simplement que c'est du jargon académique. Mais en réalité, c'est une idée assez simple. Dans de nombreuses visions du monde autochtones anciennes, la notion de personne ne se limite pas à un être humain vivant dans un village. La notion de personne est une catégorie qui englobe tout ce qui possède une capacité d'agir, tout ce qui est capable de faire des choix conscients.
Tout ce qui peut décider intelligemment de vous observer, de vous éviter, de vous tester, de vous avertir. D'accord, les gars, je m'en vais d'ici. Ou vous punir. En d'autres termes, une personne est un être qui se comporte avec intelligence sociale. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut réduire à des instincts, des chaînes alimentaires ou des schémas migratoires. Et une fois que vous comprenez cela, cela commence à expliquer pourquoi ces êtres étaient traités si différemment des animaux dans tant de cultures anciennes différentes. Et restez avec moi, car très bientôt vous allez voir tous les exemples précis que j'ai découverts, et franchement, ils sont choquants. Au fond, le fait est que ces êtres ne sont pas des animaux sauvages, et ils n'étaient pas vus ainsi par les anciens. Les animaux sauvages sont chassés, piégés, dépecés et mangés. On ne chasse pas, on ne piège pas, on ne dépèce pas, et on ne mange pas ces êtres-là. Mais ce ne sont pas non plus des dieux. Les dieux sont invoqués, suppliés, apaisés. Au lieu de cela, ces êtres sont souvent traités comme le pire des voisins, du genre que vous ne comprenez pas vraiment, que vous ne voulez pas offenser et que vous ne voulez certainement pas croiser seul la nuit. Comme vous allez le voir, c'est dans cette catégorie que Bigfoot est le plus souvent rangé dans les cultures anciennes du monde entier. Quelque chose entre l'animal et l'esprit, quelque chose doté d'une intention, vivant en dehors du système humain, partageant le même territoire, mais pas le même monde. Je vais être honnête avec vous, les gars, tout ça m'a vraiment frappé pendant que je menais cette enquête. D'une part, je suis chrétien et je ne sais pas vraiment quoi faire des implications théologiques du fait qu'il y ait d'autres personnes que Homo sapiens qui parcourent la Terre. Mais voici ce qui rend ce sujet encore plus bouleversant pour notre vision du monde. Ces traditions anciennes à propos de ce que nous appelons aujourd'hui le Bigfoot, elles ne se lisent pas comme des récits fantastiques. Elles se lisent comme un guide de terrain, comme un savoir de survie. Si vous avez passé beaucoup de temps à explorer l'histoire, alors vous verrez bien la différence entre les styles d'écriture dont je parle. Un conte de fées est destiné à vous divertir. Mais ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'était destiné à garder les gens en vie. Ce sont des avertissements sur les endroits à éviter, les moments où il ne faut pas voyager, les rivières dont il ne faut surtout pas laisser les enfants s'approcher la nuit. Pourquoi les chasseurs ne campaient jamais dans certaines vallées? Pourquoi des groupes entiers de l'Antiquité abandonnaient une région s'ils trouvaient les mauvais signes? Le but n'était pas de raconter une histoire effrayante et divertissante pour tenir les enfants à carreau. Le but, c'était cette frontière. Ces cultures anciennes du monde entier traçaient en quelque sorte une carte invisible sur le paysage. Des zones sûres, des zones humaines, et puis les endroits où tu ne vas pas. Les endroits qui appartiennent à autre chose. C'est pourquoi tant de ces récits anciens incluent des détails qui reflètent ceux d'aujourd'hui. Des traces, des bruits, des jets de pierre, des objets qui disparaissent, des campements autour desquels quelque chose rôde. Ce vieux sentiment profondément humain d'être observé par quelque chose d'effrayant, ce n'est pas du « il était une fois », c'est plutôt « écoute, n'y va pas ». Et quand ce même cadre pratique, basé sur l'avertissement, apparaît encore et encore dans culture après culture, avec de véritables océans entre elles, c'est là que ça cesse de ressembler à du folklore. Et pour moi, du moins, ça commence à ressembler à une même reconnaissance qui revient sans cesse. Donc, à ce stade de l'enquête, il était assez clair pour moi que je n'étais plus en train de traquer un animal encore inconnu. Je cherchais quelque chose que les cultures anciennes comprenaient comme une sorte d'intelligence humanoïde parallèle, quelque chose qui vivait en dehors de la société, quelque chose de réel, de concret, doté d'intention. Et cela, à lui seul, était déjà suffisamment troublant. Mais ensuite, j'ai commencé à tomber sur des preuves physiques qui, honnêtement, ont bouleversé toute ma vision du monde. Des preuves ne venaient pas uniquement de la tradition orale. C'était littéralement gravé dans la pierre. L'homme velu de Californie. Caché dans les contreforts de la Californie se trouve un site ancien connu sous le nom de Painted Rock, des pictogrammes qui précèdent le contact avec les Européens. Parmi eux se trouve une grande silhouette humanoïde dressée, couverte de poils. En fait, il y en a plus d'une, ce qui semble être un groupe familial de ces êtres. Et voici la partie qui compte vraiment.
La tribu locale des Yokuts identifie encore ces êtres aujourd'hui. Ils savent ce que c'est. Ils l'appellent le Mayok Datat, ou l'homme poilu. Et ce n'est ni un symbole, ni une métaphore non plus. Pas selon les personnes qui vivent sur cette terre depuis le plus longtemps. Mayok Datat est un être réel. Selon la tradition Yokut, Mayok Datat marche debout, vit dans les montagnes et sort la nuit. Il vole de la nourriture, effraie les gens, et dans certaines histoires, il protège même les humains en tuant de grands prédateurs comme les ours ou les pumas. Les enfants Yokut étaient souvent avertis de ne pas s'approcher de certaines zones après la tombée de la nuit, car ils pourraient les attraper et les manger s'il avait faim. Rien que cela correspond déjà de façon troublante à de nombreux témoignages modernes sur le Bigfoot. Comme dans l'affaire Dennis Martin en 1969, Dennis avait 6 ans lorsqu'il a disparu dans les Great Smoky Mountains alors qu'il faisait une randonnée avec sa famille. Un instant il était là, l'instant d'après il avait disparu. Ce qui a suivi fut l'une des plus grandes opérations de recherche de l'histoire des parcs nationaux. Des centaines de bénévoles, des soldats, des hélicoptères, des chiens, et pourtant aucune trace de lui n'a jamais été retrouvée. En tant que père d'un enfant de 8 ans, honnêtement, cette histoire m'a toujours touché en plein cœur. Mais il y a un détail qui suscite encore des interrogations aujourd'hui, toutes ces décennies plus tard. À peu près au même moment où le garçon a disparu, et dans la même région générale des Great Smokies, un témoin, et ce n'était pas un membre de la famille d'ailleurs, a rapporté avoir vu une grande silhouette couverte de poils, à l'apparence rude, marcher sur 2 jambes dans les bois, portant quelque chose sur son épaule. Les autorités n'ont jamais officiellement relié cette observation à Dennis et à sa disparition. Il n'y a aucune preuve de ce que cette personne a vu. Mais toute personne qui s'est sérieusement penchée sur un grand nombre de rencontres avec le Bigfoot ne peut s'empêcher de reconnaître un schéma. Un enfant disparaît dans un terrain sauvage accidenté. Pas de piste, pas de preuve, aucune explication claire. Et une étrange silhouette humanoïde et poilue est signalée à proximité. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Mais en revenant à Painted Rock, il y a un détail qui m'a vraiment marqué. Si vous regardez de près la plus grande figure de la peinture rupestre, il y a des lignes verticales sous ses yeux. Au début, je n'avais aucune idée de ce que c'était, alors j'ai approfondi ce détail précis. Selon la tribu, ce sont des larmes. Ils disent que le Mayek Data est triste parce que les humains ont peur de lui. Maintenant, réfléchissez à cela un instant. Ça ne ressemble pas à la description d'un monstre mythologique typique. On dirait plutôt une relation. Ce n'est pas simplement une bête dans une histoire d'horreur. Pas pour les Yokuts, en tout cas. C'est une mémoire collective de la coexistence entre 2 groupes de personnes différents. Et ce qui rend cela si puissant, c'est que ce site ancien n'est pas une attraction montée de toutes pièces autour d'un cryptide. Il est en fait considéré comme sacré. La tribu des Yokuts s'y prie encore régulièrement. Ils ont même construit un centre de guérison à proximité en raison de l'association de longue date de la région avec le renouveau spirituel. Donc, nous n'avons plus affaire à des histoires racontées au coin du feu. Nous avons affaire à des œuvres d'art pré-contact qui correspondent parfaitement aux témoignages actuels des peuples autochtones. Une tradition continue qui s'étend sur des millénaires, décrivant de grands humanoïdes couverts de poils, marchant debout, vivant dans les montagnes, évitant les gens et ressentant des émotions. Comme je l'ai déjà laissé entendre, à ce stade de mon enquête, j'étais déjà choqué par la façon dont ces connaissances anciennes correspondent étroitement aux rencontres modernes avec le Sasquatch. Mais ensuite, j'ai élargi mon champ de vision, et les choses sont devenues encore plus étranges. Vous voyez, la Californie n'est pas un cas isolé. En réalité, ce n'est que le début. Le pays des gens poilus dans la Chine ancienne. C'est à partir de là que ça n'a vraiment plus eu l'air local. Vous voyez, une fois que j'ai élargi cette enquête au-delà de l'Amérique du Nord, je m'attendais honnêtement à ce que cette hypothèse s'effondre assez rapidement. Des cultures différentes, des croyances différentes, des métaphores et des symboles différents. J'étais certain que ce motif de l'homme velu ancien n'était qu'un phénomène régional, mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Cette année, j'ai constaté que l'empreinte est bien plus marquée. Nous avons trouvé des centaines d'empreintes et effectué des moulages sur une dizaine. La Chine ancienne possède un texte appelé le Shanhai Jing,
ou le classique des montagnes et des mers. Il remonte à plus de 2000 ans et se lit comme un catalogue géographique et ethnographique du monde tel qu'il était compris à l'époque. Il décrit des terres, des rivières, des peuples, des animaux, ainsi que des régions étranges au-delà de la civilisation. Et enfoui à l'intérieur, on trouve quelque chose appelé le Mao Minjego, ce qui se traduit littéralement par le pays des gens poilus. Ces gens poilus sont décrits comme ayant une forme humaine, avec le corps couvert de poils, vivant dans des régions reculées au-delà de la société sédentaire. Mais ce qui m'a personnellement choqué, ce n'était pas seulement la description physique, c'était la classification. Encore une fois, ces êtres ne sont pas classés parmi les animaux. Ils sont clairement classés parmi les humains. Ils sont traités comme une population, un groupe, une culture vivant aux marges du monde connu. Et cela a de l'importance. Ce que vous devez comprendre, c'est que les écrivains chinois anciens étaient méticuleux en matière de catégorisation. Les esprits étaient décrits d'une certaine manière, les dieux d'une autre. Les animaux étaient décrits de façon très précise. Mais ces êtres sauvages et velus étaient décrits de la même manière que les tribus d'humains vivant dans des régions reculées étaient catalogués en tant qu'habitants. Et encore une fois, nous voyons le même schéma. Debout, couverts de poils, vivant en dehors de la civilisation, difficiles à approcher, et peut-être le plus important, considérés comme réels par les anciens. Un continent différent de Painted Rock, mais clairement la même catégorie. À ce stade, j'ai commencé à vraiment sentir que je tournais autour de quelque chose de bien plus grand que le seul Bigfoot. Mais avant d'aborder l'Australie dans mon enquête, je suis tombé sur quelque chose de bien plus ancien que tout ce que j'avais examiné jusqu'à présent. Il y a 4000 ans, dans l'ancienne Mésopotamie, il y avait un personnage nommé Enkidu. Il apparaît dans l'épopée de Gilgamesh. C'est littéralement la plus ancienne histoire écrite que nous connaissions sur Terre. Enkidu est décrit comme un homme sauvage vivant dans la nature, entièrement humain dans sa forme, mais couvert de poils. Il vit parmi les animaux existant en dehors de la civilisation humaine jusqu'à ce qu'il soit finalement amené à vivre parmi les hommes. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas l'arc narratif que suit Enkidu dans ce récit épique. C'est de voir qu'il y a déjà plus de 4 millénaires, les écrivains avaient déjà une idée claire d'un homme sauvage et velu vivant à l'écart de la civilisation, mais qui n'était ni un animal ni un dieu. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, cette catégorie existait bien avant que nous, les Occidentaux, commencions à appeler ces êtres Bigfoot. C'est pourquoi je dois rire quand les sceptiques dans ma section de commentaires essaient de me convaincre que Bigfoot a été inventé par un bûcheron dans les années 1950. Pas vraiment. Bref. Ensuite, dans mon enquête, je suis tombé sur l'Australie, les hommes poilus d'Australie. L'Australie a rapidement détruit toute idée qu'il s'agissait simplement d'un phénomène de l'hémisphère nord. Ce sur quoi je fais des recherches depuis 50 ans maintenant, c'est le Yowie. Tout a commencé avec le Yowie. J'étais un garçon de 14 ans qui croyait, comme beaucoup de gens aujourd'hui, que nous avions affaire à une sorte de grand singe ou de créature simiesque, un hominidé ou un quasi-hominidé en tout cas. Et à mesure que j'obtenais plus d'informations des gens sur leur façon de marcher, la façon dont ils sont censés courir, j'ai vite réalisé qu'on ne voit jamais de gorille courir ainsi. Et certainement, nous n'avons aucun singe dont nous sachions qu'il puisse imiter un humain de cette façon. Donc, nous avions affaire à une sorte d'humain primitif. Mais qu'est-ce que c'était? Bien avant que le mot Yowie, qui est la version australienne de Bigfoot, n'existe en tant que terme, les cultures aborigènes australiennes décrivaient déjà de grands êtres couverts de poils, ressemblant à des humains vivant au cœur de l'outback et le long de falaises isolées. L'une des sources les plus solides vient directement du peuple d'Arawal. Ils décrivent des êtres connus sous le nom de Watenguri, des hommes velus, et dans certaines traditions, de façon assez effrayante, d'hommes velus géants. Ce ne sont pas non plus des histoires coloniales. Ce sont des récits rédigés par des autochtones qui décrivent ces êtres comme de véritables habitants de la terre, vivant entre les montagnes et la mer, rôdant près des lits de rivières et dans la végétation dense et effrayant les personnes
qui s'aventuraient seuls trop loin dans la nature sauvage. Encore une fois, remarquez la façon dont c'est présenté ici. Pas des dieux, pas des esprits, pas des métaphores, mais des gens de la brousse. Des gens que vous évitez si vous tenez à votre vie. C'est trop foncé pour être un kangourou. Et ce même schéma se retrouve partout en Australie, sous différents noms selon la région. Il ne s'agit pas d'une seule créature, mais de plusieurs traditions locales décrivant la même catégorie d'êtres. Debout, couverts de poils, plus forts que les humains, vivant en dehors des habitations. À ce stade, la cohérence de tout cela au fur et à mesure de mon enquête commençait honnêtement à me sembler un peu étrange. Nous parlons ici de cultures anciennes séparées par des océans, sans contact, sans mythologie commune et certainement sans aucun moyen connu de s'influencer les unes les autres. Pourtant, elles décrivent toutes le même type d'être. À ce stade, j'aurais pu arrêter mon enquête et avoir quand même un dossier très solide. Mais ensuite, je suis arrivé dans mon pays natal, le nord du Canada. Et c'est là que cette étrangeté grandissante est devenue personnelle, quand des camps entiers ont fui. Le nord du Canada ajoute quelque chose d'important à ce tableau, car ici, les histoires ne sont pas seulement poétiques ou symboliques, elles sont pratiques. Ce sont en fait des guides de survie. Parmi les peuples d'Aînés, par exemple, il existe une longue tradition orale concernant des êtres appelés les Nekani, des hommes sauvages couverts de poils qui vivent dans des forêts et des montagnes isolées. Je sais que je commence à me répéter avec ces caractéristiques, mais soyez patient avec moi. La conclusion en vaut la peine, je vous le promets. Ces Nekani étaient décrits comme grands, puissants et dangereux. Ils rôdent autour des camps la nuit. Ils lancent des bâtons ou des pierres. Ils volent de la nourriture. Et parfois, on les accuse de disparition. Mais encore une fois, ce qui m'a vraiment marqué, ce n'était pas seulement les descriptions physiques, c'était la réaction des peuples qui transmettaient ce savoir. Des campements entiers abandonnés dans leur territoire si l'on croyait qu'un Nekani se trouvait à proximité. Des familles fuyaient vers des îles et des lacs ou déménageaient à des kilomètres de là plutôt que de rester sur place. Les gens ne bouleversent pas toute leur vie à cause de contes de fées. Quoi que ce fût, c'était assez réel pour modifier complètement leur schéma de migration. Et encore une fois, remarquez comment ces êtres étaient compris par les anciens peuples autochtones, non pas comme des animaux ou quelque chose que l'on chasse. Ils étaient à nouveau considérés comme quelque chose de semblable à l'humain, dangereux et en dehors de la société. Quelque chose qui observe, quelque chose qui attend, quelque chose que l'on ne défie pas. À ce stade, je voyais clairement les mêmes traits comportementaux se répéter à travers différentes cultures dans leurs récits sur ces êtres. Mouvements nocturnes, évitement de la confrontation directe la plupart du temps, harcèlement indirect. Quoi ? Et surtout ce qui ressemblait à une présence stratégique autour de l'activité humaine. Des choses très familières pour tous ceux qui se sont penchés sur les rencontres modernes avec le Bigfoot. Mais le schéma n'est pas encore terminé, comme vous allez le voir. Vous voyez, tout cela m'a rendu curieux de savoir comment ces êtres apparaissent dans d'autres cultures anciennes, encore plus éloignées de l'Amérique du Nord. Alors j'ai suivi la piste à travers le Pacifique, les îles Salomon, et jusqu'à des témoins identifiés par leur nom. Les îles Salomon sont particulièrement intéressantes parce qu'on n'y trouve pas seulement des traditions orales anciennes transmises de façon vague. Nous avons en fait des documents occidentaux anciens liés à des endroits précis et à des personnes précises. À la fin du 19e siècle, par exemple, un officier de la marine britannique nommé H.B. Guppy a passé des années dans les îles Salomon. Pendant qu'il était là-bas,
Les chefs locaux lui ont parlé d'hommes sauvages vivant au cœur des forêts intérieures. Pas des animaux, mais encore une fois, des hommes sauvages. Et, de façon étrangement similaire aux autres cultures que nous avons explorées, les autochtones des îles Salomon ont décrit des êtres humanoïdes couverts de poils qui évitaient les villages. Ils vivaient dans des terrains montagneux et dans la jungle, et il était très dangereux de les approcher. Or, H.B. Guppy était un homme méticuleux. Il ne s'est pas contenté d'enregistrer ses histoires, il a noté des emplacements précis, il a cité des îles précises, il a même documenté des récits où l'une de ces créatures a été capturée puis s'est échappée par la suite. Mais ce qui reflète vraiment le phénomène Bigfoot d'aujourd'hui, c'est la façon dont tout cela a été interprété à l'époque. Cela devrait commencer à vous sembler très familier maintenant. Les habitants étaient très clairs sur ce à quoi ils avaient affaire. Quelque chose d'humanoïde, mais pas tout à fait humain. C'est une créature très grande qui peut aussi devenir invisible. Ils peuvent porter même des troncs très lourds et abattre des arbres, toutes ces choses-là. Même les humains, ils peuvent les porter à main nue et les emmener dans les montagnes, ces montagnes très escarpées. Les Européens, en revanche, ont presque immédiatement essayé de minimiser ces histoires. Ils supposèrent que les indigènes devaient parler d'un singe inconnu ou d'un autre animal mal identifié. La même tension que l'on observe aujourd'hui, d'ailleurs. Les témoins, moi y compris, insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas d'animaux sauvages ordinaires. Eh bien, les gens de l'extérieur et les universitaires de salon insistent pour dire que ça doit l'être. C'est une lutte constante. Mais quand il s'agit des îles Salomon, voici le dernier clou dans le cercueil de cette façon de penser qui balaie tout d'emblée. Les anciennes cultures mélanésiennes ne connaissaient même pas les singes anthropoïdes, ni n'y croyaient. Cela ne faisait tout simplement pas partie de leur vision du monde. Ce en quoi ils croyaient et ce qu'ils observaient, c'était des hommes sauvages. Des êtres qui ressemblaient beaucoup aux humains, vivaient à l'écart et occupaient des parties interdites de la forêt. Cette distinction est très importante, car une fois de plus, on voit ce schéma cohérent émerger de façon indépendante. Quelque chose de beaucoup trop proche de nous. À ce stade, la simple répartition géographique était stupéfiante. Mais il y avait un détail caché dans les traditions d'Amérique centrale qui reliait tout cela d'une manière vraiment intrigante et effrayante. Des pieds tournés vers l'arrière et l'art de disparaître. En Amérique centrale, il existe un être connu sous le nom de Sisamite. Des variantes de cette histoire existent au Belize, au Honduras, au Guatemala et au Nicaragua. Cet être est décrit comme grand, couvert de poils et incroyablement fort. Dans les traditions mayas et d'Amérique centrale, le Sisamite est considéré comme une créature dangereuse des régions sauvages. Une créature physique qui vit dans des grottes, rôde dans la jungle et enlève parfois des personnes qui s'aventurent trop loin dans la brousse. Les premiers chroniqueurs espagnols ont rapporté la peur qu'avaient les autochtones de ces êtres, de la même manière qu'ils ont décrit la crainte des jaguars ou des tribus hostiles. Non pas comme un mythe, mais comme une menace réelle qui occupait un territoire précis. Mais voici le détail qui m'a vraiment glacé. Les autochtones disaient tous que cette créature avait les pieds tournés vers l'arrière, non pas à cause d'une bizarrerie ou d'une difformité, mais parce qu'elle est faite ainsi. L'idée était que si vous essayiez de suivre ces traces, vous finiriez par aller dans la mauvaise direction. Maintenant, réfléchissez à ça un instant. Que vous preniez l'histoire des pieds à l'envers au pied de la lettre ou non, le message reste le même. Les anciens décrivaient l'échec de la traque comme une caractéristique, pas comme un accident. En gros, ils disaient « Tu penses pouvoir suivre cette créature ? Bonne chance. C'est fait pour te faire échouer. » Et c'est là que ça devient intéressant, parce que les pieds tournés à l'envers peuvent très bien être un trait bien réel dans certaines traditions. Mais cela pourrait aussi être une façon de décrire quelque chose que tout pisteur expérimenté comprend. Quand une piste n'a plus de sens, tu commences à douter de tes propres yeux. Tu te mets à tourner en rond. Tu remets en question la direction. Tu te demandes si l'animal n'aurait pas fait demi-tour, grimpé, sauté, ou s'il ne s'est pas caché quelque part. Voici quelques traces de ces petits-là. C'est ici. Je reviens ici aujourd'hui pour mettre bas ces petits. Ouais, passe autour de ce buisson ici. Voyons ce qui se passe ici. Ouais, très loin. Ouais, là il est descendu.
Merde, il est descendu puis il est remonté, mec. Ouais. Yeah. Regarde ça. Ouais, il est remonté la route puis il est redescendu. Ou peut-être que tu rates juste quelque chose d'évident. J'entends les branches craquer. Le voilà qui part. On ne perd pas simplement la piste. C'est la piste elle-même qui commence à te jouer des tours. Et n'est-ce pas intéressant que beaucoup de récits modernes de traques de Bigfoot ressemblent à ça, même lorsqu'ils sont racontés par des gens qui savent ce qu'ils font. La frustration, ce n'est pas que je n'ai pas pu trouver d'empreintes. La frustration, c'est que les empreintes étaient là, puis la réalité elle-même a cessé de se comporter normalement. Aucune continuité, pas de voie de sortie, pas d'explication logique, juste une rupture nette. Comme si cette chose s'était soit volatilisée, ce qui peut arriver d'après certaines preuves très convaincantes que j'ai vues, soit qu'elle s'était simplement déplacée d'une manière qui ne laisse pas les traces auxquelles on s'attendait. Et une fois que tu réalises que les cultures anciennes décrivaient déjà ce même problème de pistage, parfois à travers l'image de pieds tournés vers l'arrière, alors les histoires modernes de traces de Sasquatch qui s'arrêtent brusquement ne semblent plus être de simples anomalies aléatoires. Elles semblent faire partie du règlement, dont la plupart des pages nous sont encore cachées. En gros, les cultures anciennes ne l'étaient pas. Elles ne faisaient pas que décrire l'apparence de ces êtres. Elles décrivaient aussi comment ces êtres évitent d'être pistés. Et une fois que vous remarquez cela, vous commencez à voir ce même thème réapparaître encore et encore ailleurs. En Amazonie, la tradition ancienne parle d'une créature semblable au Sasquatch appelée le Mapinguari, qui est également réputé pour laisser des traces trompeuses. Les traditions aborigènes australiennes décrivent des hommes sauvages velus dont les empreintes de pas déconcernent les pisteurs. Même dans certaines régions d'Asie, il existe des récits d'hommes sauvages laissant des traces étranges ou inversées. Ce n'est pas exactement universel, mais c'est certainement récurrent. Avec tout cela en tête, la recherche moderne sur le Bigfoot commence soudain à recouper la sagesse ancienne d'une manière difficile à ignorer. Des traces qui disparaissent soudainement dans la neige, au milieu d'une prairie ouverte, sans aucun signe de l'endroit où la créature est allée. Des détections thermiques, sans rien de visible, ou quelque chose qui ressemble à une vague de chaleur chatoyante et mouvante. Des mouvements à la limite de la perception, des jets de pierre au lieu d'une confrontation directe. Vous voyez, ce que les cultures anciennes du monde entier décrivaient n'était pas simplement une créature qui se cache. Elles décrivaient quelque chose qui évite activement les gens, quelque chose qui induit en erreur, quelque chose qui interagit de manière indirecte avec intelligence. Pas un comportement animal aléatoire. Stratégie et intention. C'est à ce moment-là, les gars, que j'ai vraiment commencé à réaliser. Les chercheurs modernes peinent à comprendre quelque chose que les cultures anciennes reconnaissaient déjà. Ces êtres ne veulent pas être pistés. Ils ne veulent pas être découverts. Et ils perfectionnent cela depuis très longtemps. Une fois que j'ai compris cela, il restait un dernier fil historique qui reliait le tout. Et il vient de la terre où la vie humaine moderne est née. Afrique. Il existe un endroit où le savoir autochtone sur les êtres de la forêt était autrefois tourné en dérision jusqu'à ce que la science rattrape son retard, lorsque le savoir local s'est avéré juste. L'Afrique apporte une pièce à ce puzzle du Sasquatch qu'il est impossible d'ignorer, surtout si vous tenez à la crédibilité. En Afrique de l'Est, tant les peuples autochtones que les observateurs européens ont rapporté des rencontres avec de petits humanoïdes bipèdes couverts de poils appelés agogwe. Ce n'étaient ni des gorilles, ni des chimpanzés. Ils étaient décrits comme bipèdes, de forme humaine et extrêmement insaisissables. Des traditions similaires existent à Madagascar, où des êtres des forêts appelés les Kalanoro étaient craints comme de véritables habitants des régions sauvages, capables d'infliger des blessures physiques. Comme on pouvait s'y attendre, ces histoires sont aujourd'hui le plus souvent rejetées comme des contes de fées. Mais
ce n'est pas la première fois que ce genre de rejet a été injustement infligé aux populations autochtones. Pendant des générations, les habitants des forêts d'Afrique centrale et occidentale racontaient aux Européens de passage l'existence de grands êtres puissants, couverts de poils, vivant dans la forêt. Dangereux, vivant dans des endroits où les humains n'allaient pas. Et bien sûr, les premiers explorateurs ont rejeté cela comme de la superstition ou de l'exagération de la part des autochtones. Juste des histoires racontées par des locaux peu scientifiques qui ne comprenaient pas la taxonomie. Mais il s'est avéré que ce n'était pas seulement des mythes anciens, car c'est à ce moment-là que les créatures décrites par les autochtones ont été officiellement documentées. Gorilles et les soi-disant esprits scientifiques qui avaient rejeté l'existence des gorilles avant qu'ils ne soient officiellement reconnus, ils ne rejetaient pas seulement des mythes anciens. Ils balayaient d'un revers de main des observations détaillées, enregistrées aussi récemment qu'au XIXe et au début du XXe siècle. Soudainement, ce qui avait été rejeté comme du folklore s'est avéré être une description précise d'une créature que la biologie occidentale n'avait tout simplement pas encore découverte. Et cette prise de conscience est importante parce qu'elle révèle un schéma que nous semblons encore répéter aujourd'hui. Les peuples autochtones décrivent quelque chose de réel qu'ils ont observé et avec lequel ils ont interagi dans leur environnement. Les gens de l'extérieur supposent que cela doit être un mythe. Puis, des années plus tard, la science rattrape son retard et réalise que les autochtones avaient raison depuis le début. Alors, lorsque les communautés africaines anciennes et modernes décrivent ces humanoïdes plus petits, couverts de poils, ces êtres des forêts marchant debout qui ne correspondent pas exactement aux primates connus, cela soulève une question dérangeante. Faisons-nous la même erreur aujourd'hui ? Une fois que vous acceptez que le savoir autochtone a devancé la science occidentale concernant les gorilles, il devient beaucoup plus difficile de rejeter tout le reste d'un simple revers de main. Donc, en revenant à la compréhension ancienne et moderne du Sasquatch, pour résumer, à ce stade, j'avais du matériel provenant d'Amérique du Nord, de la Chine ancienne, de l'Australie, des îles du Pacifique, d'Amérique centrale et d'Afrique. Des cultures séparées par de véritables océans et des milliers d'années. Aucune mythologie partagée entre elles et aucun récit concerté. Pourtant, elles décrivaient toutes la même chose fondamentale. De grands humanoïdes puissants, insaisissables, couverts de poils, vivant en dehors de nos sociétés. Mais je n'avais pas encore fini d'apprendre du passé. Le schéma devient plus clair. À ce stade, les gars, l'enquête ne ressemblait plus vraiment à de la recherche. Chaque culture me donnait clairement une pièce différente du même puzzle. Pas des détails identiques, mais les mêmes caractéristiques fondamentales qui se répétaient encore et encore. Les mêmes êtres occupant cette étrange frontière entre la civilisation humaine et la nature sauvage. Je me sens presque gêné de le répéter encore à ce stade, mais je vais le faire quand même. Ces cultures anciennes ne décrivaient pas un singe inconnu. Elles décrivaient un peuple parallèle. Écoutez, je comprends pourquoi l'hypothèse du grand singe inconnu est rassurante pour ceux qui essaient de comprendre ce qu'est Sasquatch. Ça permet de tout garder bien rangé dans la case de la biologie, mais le problème, c'est le comportement. Et les animaux n'agissent pas comme ce que les anciens ont décrit. Les animaux ne montrent pas une tendance mondiale à être traités comme des personnes. Et les animaux ne génèrent pas à plusieurs reprises les mêmes anomalies de pistage étranges à travers des cultures et des environnements très différents. Si c'était simplement un singe insaisissable et non découvert, et rien de plus, on s'attendrait à un profil animalier cohérent. Des pistes normales, des carcasses typiques, des tanières normales et cohérentes, une population normale et traçable. Au lieu de cela, ce que l'on voit encore et encore, c'est une intelligence construite autour de l'évitement. Des êtres qui observent, souvent sans être vus. Une présence qui se révèle juste assez pour être ressentie, puis qui se retire. Ce n'est pas ainsi que se comportent les ours et les loups. Et ce n'est pas non plus ainsi que se comportent les primates connus. C'est ainsi qu'un être intelligent venu de l'extérieur agit. Donc, vous voyez, lorsque les cultures anciennes décrivent ces êtres comme un autre peuple, ce n'est pas seulement un langage poétique ou métaphorique. C'est peut-être la classification la plus précise que quelqu'un ait jamais donnée à ces êtres. Et honnêtement,
Pour moi, cela explique tellement de choses. Cela explique pourquoi il n'y a pas de corps officiellement reconnu. Pourquoi les rencontres semblent délibérées. Pourquoi Sasquatch existe clairement d'après l'écrasante quantité de preuves et pourtant ne semble pas s'intégrer à l'écosystème comme par exemple les ours ou les loups. Pourquoi ils lancent souvent des pierres au lieu de charger directement. J'ai moi-même vécu cela, comme beaucoup d'entre vous. Pourquoi ils trompent les pisteurs aussi facilement et systématiquement? Pourquoi ils restent à la limite de la perception humaine? Vous voyez, ce ne sont pas des animaux sauvages ordinaires. C'est quelque chose qui contrôle activement la manière dont ils se montrent à nous. Et cette prise de conscience change tout. Parce que c'est à ce moment-là que la question du Bigfoot cesse d'être « où est le corps ?» et devient quelque chose de bien plus troublant. Comment une population humanoïde intelligente mais primitive peut-elle éviter la société humaine pendant des milliers d'années? Ma réponse actuelle penche vers le paranormal, l'interdimensionnel, le genre d'explication qui fait lever les yeux au ciel aux critiques de salon, du moins jusqu'à ce qu'ils voient leur première sphère lumineuse. Ce n'est pas un problème de biologie, c'est un problème de comportement. Et les cultures anciennes nous ont déjà donné la réponse. Réflexion finale. Je n'ai pas commencé ce voyage en croyant à toutes ces absurdités marginales. J'ai commencé avec des empreintes, des vidéos, des preuves physiques. Je voulais de la biologie. Je voulais quelque chose de concret qui rentrait parfaitement dans la case que j'avais construite dans ma tête. Quelque chose que je pouvais mesurer et cataloguer. Mais plus j'allais loin dans l'aspect physique de tout ça, plus je me heurtais à un mur. Des traces qui s'arrêtent net, des rencontres qui semblent intentionnelles, des preuves qui restent juste assez longtemps pour être remarquées puis disparaissent d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui m'a amené à ce dont traite cette vidéo. Des connaissances anciennes qui correspondent à des anomalies modernes d'une manière à laquelle, pour ma part, je ne m'attendais pas. Je n'ai pas abandonné la science ni les preuves physiques. La science et les preuves physiques m'ont mené ici. Elles m'ont poussé vers l'histoire. C'est là que j'ai appris ce que je viens de vous dire. Que depuis des milliers d'années, les humains à travers le monde disent la même chose dans différentes langues. Il y en a d'autres là-dehors. Ils nous ressemblent, mais ils sont différents. Ils vivent à l'écart. Et cette connaissance ne venait pas des livres. Elle venait de l'expérience. Et c'est peut-être ça, la part la plus dérangeante de tout ça. Parce que, s'ils avaient raison, Bigfoot n'est pas juste un mystère qui attend d'être résolu. C'est une présence qui a toujours été là, qui observe, se tient à l'écart et attend que ceux d'entre nous qui ont l'esprit ouvert finissent par comprendre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? L'histoire peut-elle vraiment nous révéler le secret de Bigfoot? Je pense qu'elle le peut, et l'a déjà fait. Mais comme toujours, j'aimerais entendre vos propres idées, théories, réflexions et expériences sur ce sujet étrange et fascinant qu'est le Sasquatch. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de mettre un j'aime, de la partager avec votre famille et vos amis, et de vous abonner à Cabin in the Woods. Et si vous souhaitez me soutenir davantage dans cette recherche continue, pensez à vous abonner à mon Patreon, où vous bénéficierez d'un contact privilégié avec moi, ainsi que d'avantages et de contenus exclusifs. Mais sans pression, j'apprécie simplement que vous soyez tous ici, et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.